Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais vous remercier vivement pour votre présence ici et d'avoir répondu à notre invitation à la suite du conseil qui s'est tenu qui s'est terminé il y a juste quelques instants. Je sais que c'est le mois de Ramadan, que vous avez beaucoup de contraintes et ça me met du baume sur le cœur parce que je sais que vous attachez beaucoup d'importance au travail et à ce que fait la Banque centrale et aux décisions de la Banque centrale. Et donc, tout de suite, comme maintenant nous avons l'habitude de le faire, c'est de vous annoncer quelle est la décision en matière de politique monétaire qui a été arrêtée par le Conseil à la suite de sa réunion de ce matin. Donc nous avons bien sûr analysé l'évolution récente de la conjoncture économique, nous avons analysé les projections macroéconomiques que Banque al-Maghrib fait sur le moyen terme, c'est-à-dire sur les 2 ans à venir jusqu'à 2018, et le Conseil a jugé à la lumière à la fois de cette analyse et des projections que le niveau du taux directeur de 2,25 continue d'être approprié et donc a décidé de le maintenir inchangé. Donc ça a été la décision de ce matin. Sur quoi s'est basée cette décision? Donc vous avez en face de vous la projection. On vous donnera cette projection, bien sûr. Eh bien, d'abord parce que sur le plan de l'évolution de l'inflation au Maroc, eh bien, sur la moyenne du premier trimestre, l'inflation a été de 1,3. Elle a fortement ralenti en avril à 0,3 à cause de l'accentuation de la baisse des prix alimentaires à prix volatiles. Et lorsque, évidemment, nous excluons ces produits volatiles et les produits carburants, eh bien, la composante sous-jacente s'est accélérée de 1,4 à 1,5. Sur l'ensemble de l'année 2007, elle devrait décélérer à 0,9. C'est à peu près le même chiffre qu'on vous a donné en mars. En mars, c'était 0,8, mais à la suite de la réactualisation des données, nous arrivons à un chiffre de 0,9 avant d'augmenter à 1,6 en 2018. Comme vous le voyez sur le tableau, eh bien, l'inflation sous-jacente, elle, va passer de 1,5 en avril à 1,6 sur toute l'année 2017 et à 1,9 sur l'année 2018. Alors, par composante internationale et nationale, sur l'environnement international, comme vous le savez, il y a maintenant un raffermissement attendu de l'activité économique mondiale. Elle se confirme au niveau des pays avancés, au niveau des États-Unis, parce qu'elle va se raffermir de 1,6 à 2,1 en 2017 et à 2,2 en 2018. Et elle va se consolider de 1,7 à 1,8 en 2017, mais elle va revenir à 1,6 en 2018. Eh bien, la BCE et la Commission européenne, eh bien, leurs prévisions, eh bien, mettent l'accent que c'est en lien avec les implications du Brexit. Les négociations ont commencé, vous le savez, depuis, je crois, hier. Elles vont durer, vont être dures. Et donc, par conséquent, ça va aller jusqu'à 2019. Et ça, c'est un élément d'incertitude qui concerne la zone euro. Dans les principaux pays émergents, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire 2 choses. Un, c'est d'abord la sortie de la récession des 2 pays importants émergents qui étaient la Russie et le Brésil. Mais au niveau de la Chine, le ralentissement se poursuit. Il sera à 6,7 en 2016 et à 6% en 2018. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, la croissance en Chine était à 2 chiffres.
était presque à 10 ou même au-delà de 10%. Bien, sur le marché du travail, bien sûr, il y a la répercussion de cette amélioration de la situation. Aux États-Unis, le taux de chômage arrive à un chiffre qu'on peut même comparer à un chômage structurel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas baisser plus, il est à 4,3, et avec une création de 138 000 postes d'emploi. Dans la zone euro, là aussi, le chômage a diminué, comme vous le voyez, de 9,4 à 9,3, mais la situation reste très différenciée. Vous le voyez en face de vous sur le tableau, entre l'Allemagne, qui est aussi autour de 4, 4,2, eh bien, la France est toujours autour de 9, plus de 9,5, et l'Italie et l'Espagne sont au-delà, ils sont à 2 chiffres, à 11, et surtout l'Espagne à 16, quoique, si vous vous rappelez très bien, l'Espagne a connu des niveaux de chômage qui étaient de l'ordre de 25% quand la crise l'avait touché au départ. Alors, en ce qui concerne les matières premières, bien, le cours des pétroles s'est établi autour de 52 barils le dollar le baril durant les 5 premiers mois de 2007 contre 37,5 le baril un an auparavant. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une augmentation significative entre les 5 premiers mois de 2016 et les 5 premiers mois de 2007. Mais sur toute l'année, les prévisions à la fois de la Banque mondiale et de d'autres organismes tablent sur un chiffre qui avoisine les 5,18 barils en moyenne sur l'année 2017 avant de retomber à moins de 51 $ le baril en 2018. Vous savez très bien que c'est en relation directe avec la production de schiste américain. Dès lors que ça dépasse les 50 $, le schiste américain devient rentable et donc intervient au niveau de la production et influence bien sûr les prix au niveau du pétrole sur le plan mondial. Pour ce qui nous concerne, pour les phosphates, eh bien, les bruts, le phosphate brut, la roche et le TSP évoluent encore à des niveaux bas. Ils se situent, comme vous le voyez, au niveau du tracé, à 100 $ métriques pour ce qui est de la roche et 275 $ la tonne métrique en 2017 pour ce qui est du TSP et avec de légères hausses en 2018. Par contre, le DAP, il connaît un accroissement sensible de 13% depuis le début de l'année. En mai, il est à 357 $ la tonne métrique et il va continuer de progresser jusqu'à 366 $ en 2018, avec une demande mondiale et en augmentation, mais une offre qui est limitée. Donc nous voyons sur la roche et sur le TSP qui reste donc sur un niveau bas. Par contre, sur le DAP, il y a quand même une augmentation qui est liée à l'offre et à la demande sur le marché mondial. En ce qui concerne l'inflation, eh bien, nous voyons que l'inflation s'accélère au niveau de la zone euro. Vous voyez les chiffres que nous vous avons indiqués. En 2007, on était à 0,2 et on va passer en 2017 à 1,8 et à 1,7 en 2018. Aux États-Unis, 1,3 en 2016, mais elle va s'accélérer presque le double, 2,6 en 2017 et avant de revenir à 2,2 en 2018. Donc, ce spectre, notamment en Europe, qui était de la déflation ou de la désinflation, est un peu derrière nous. Et vous voyez que déjà, certains ont commencé à partir de ces chiffres à dire ou à envisager donc un réaménagement ou une réorientation nouvelle de la politique monétaire de la BCE. Eh bien, si nous en venons aux décisions de politique monétaire, les dernières décisions qui ont été faites, celle de la BCE est du 8 juin, elle a décidé de maintenir inchangé son taux directeur à 0%, et donc elle maintient sa politique accommodante, et elle dit qu'elle pourra maintenir ses niveaux de taux actuels sur une durée qui va au-delà de l'horizon de son programme d'achat d'actifs.
Et elle a réaffirmé et réitéré qu'elle continuera son rythme mensuel d'achat d'actifs à 60 milliards d'euros mensuellement. La Fed, 14 juin, elle a décidé, le deuxième, après décembre, le deuxième renouvellement de la fourchette de sa cible de son directeur de 1 à 1,25%, entre 1 et 1,25%. Mais ce qui est nouveau en ce qui concerne la politique de la Fed, la présidente a indiqué que sa politique restera accommodante et qu'elle se fera l'objet d'évaluation à la fois du niveau de croissance, de raffirmement de la croissance et du raffirmement de l'emploi, mais la Fed a commencé à annoncer un programme de normalisation de son bilan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment du soutien qu'elle a apporté au moment de la crise, son bilan a augmenté de plus de 700 milliards de dollars. Alors maintenant que les choses se normalisent, c'est-à-dire que la croissance se confirme, c'est-à-dire que l'inflation commence à revenir vers la cible de 2%, eh bien, elle commence à normaliser son bilan. Ça veut dire que ce qu'elle a comme actif, eh bien, quand il arrivera à échéance, elle ne renouvellera pas le rachat. Elle a donné un programme qui est à la fois pour les obligations d'État et pour les autres actifs qu'elle détient, avec un programme mensuel pour les bonds de 10 milliards mensuellement jusqu'à 50 milliards. Et donc, elle va aller dans une normalisation de son bilan, le bilan de la Fed. La Banque d'Angleterre a décidé aussi le 15 juin de maintenir inchangé son taux directeur à 0,25. Ce qu'on remarque au niveau de l'Angleterre, deux choses, et évidemment c'est pour cela qu'elle a dit qu'elle maintiendra son programme d'achat à 445 milliards de livres sterling, parce que eh bien, l'inflation augmente. Avec le Brexit, elle voit que le pouvoir d'achat au niveau de la population commence à s'amenuiser et que par conséquent, elle pratiquera, la Banque d'Angleterre pratiquera une politique très accommodante dans toute cette période qui l'amène entre l'annonce de négociations avec la BCE et évidemment l'échéancier final jusqu'au début de 2016 en ce qui concerne la sortie de l'Europe et du Brexit. Alors, en ce qui concerne notre croissance nationale, il faut oublier un petit peu le millésime de 2016, parce que le millésime de 2016 a été un petit peu mauvais sur tous les fronts. Il a été mauvais sur le front de la croissance. On a eu une sécheresse historique. Dans les derniers chiffres de ACP, nous ferons une croissance de 1,2. Elle est légèrement meilleure que ce qu'on vous avait annoncé l'autre fois en ce qui concerne notre projection qui était de 1,1. Et aussi nos prévisions pour 2017, prévisions Banque Maghreb, sur la base de la récolte annoncée par le ministère de l'Agriculture de 102 millions de quintaux, sera de 4,4% en 2017. Et effectivement, la valeur agricole va marquer une hausse de plus de 13%, presque 13,5%. Et aussi, il y aura un entraînement sur le PIB non agricole qui va s'accélérer de 3,3%, alors qu'il n'a marqué que 3,1% en 2016. C'est le tableau que vous avez en face de vous en ce qui concerne à la fois la croissance nationale globalement et évidemment le PIB non agricole que nous voyons. Et nous faisons 3,3 en 2007 pour le non agricole et 3,6 en 2018. Donc, il y a une amélioration continue. Mais vous voyez que même sur le non agricole, nous n'atteignons même pas le niveau qui était en 2015, qui était de 3,7%. Quand je dis aussi il faut oublier le millésime 2016, sur le plan de l'emploi, on avait détruit quelque chose comme quoi 37 000 emplois en 2016. Eh bien, les premiers signes d'amélioration sont venus sur le marché de l'emploi au titre du premier trimestre 2017, avec une création de 109 000 postes d'emploi. On vous donne le détail.
L'essentiel est au niveau de services, 45 000, 28 000 au niveau de l'agriculture, 20 000 au niveau du BTP et 16 000 dans l'industrie et l'artisanat. Donc là aussi, mais avec une entrée nette de 172 000 personnes sur le marché du travail, nous aboutissons à une aggravation du taux de chômage qui passe de 10,4 à 10,7%. Et surtout, l'aggravation encore des jeunes citadins de entre 15 et 24 qui passe de 40,3 à 41,5%. Donc vous voyez que le millésime 2016 était mauvais, destruction sur toute l'année de 39 postes. Premier trimestre est quand même un élément positif parce qu'il y a une création de 100 000 et surtout qui concerne pratiquement pas mal de secteurs, services, agriculture, BTP et industrie, mais avec une entrée sur le marché de l'emploi 172, malheureusement, nous avons une aggravation du taux de chômage et celui des jeunes continue de s'aggraver. Nous dépassons maintenant les 41%, nous sommes à 41,5%. Au terme des 5 premiers mois de 2017, la situation des comptes extérieurs s'est quand même détériorée. Bien, rappelez-vous que nous avons, au titre de 2016 aussi, par rapport aux premières prévisions, nous en sommes sortis avec un compte courant, je dirais un solde du compte courant qui était de 4,2%. 2016 de 4,4%, alors qu'on s'attendait à 2,2% dans nos premières prévisions. Et rappelez-vous qu'on avait donné un petit peu la dernière fois en mars les explications nécessaires à ce sujet-là, qui étaient à la fois l'aggravation en ce qui concerne le compte courant commercial, la balance commerciale, notamment l'augmentation assez importante des biens d'équipement, la non-réalisation de ce qu'on attendait en ce qui concerne les dons. Et donc là aussi, nous avons une aggravation qui va se faire. Et en 2017, nous arrivons à un taux de 4,6 au titre du compte courant balance des paiements à cause du rehaussement à la fois de la facture énergétique, mais aussi pour nous, contrairement aux chiffres qui avaient été indiqués dans la loi de finances pour ce qui est des dons, parce qu'ils ont inscrit 13 milliards, nous avons, nous, retenu 8 milliards de dirhams seulement au titre des dons, et ce qui fait que le chiffre de compte courant balance des paiements va être de 4,6 pour nous en 2017, mais il reviendra à 4 en 2018, qui est quand même une amélioration assez sensible. Si on suppose un flux des investissements directs extérieurs du même niveau que celui que nous avons vu en 2016, c'est-à-dire autour de 3,2, 3,5% par rapport au PIB, eh bien, nous aurons sur le niveau des réserves de change, comme vous le voyez, qui tourneront autour de 6 mois d'importation, à la fois en 2017, et qui restera le chiffre vraisemblable pour nous au titre de nos prévisions en 2018. Alors, après la balance des paiements et les réserves de change, nous passons à nos appréciations en ce qui concerne les conditions monétaires et de crédit. D'abord, les taux d'intérêt qui s'étaient inscrits en baisse en 2016 ont connu globalement un ajustement à la hausse au premier trimestre. Vous le voyez, au premier trimestre 2016, nous avons donc un rehaussement qui a concerné un petit peu les différentes catégories. Vous avez le tableau. Je ne vais pas entrer dans le détail. On vous distribuera la présentation. Ça vous donnera, à mon avis, une vue très détaillée de cette augmentation. Mais à partir de la diminution des 46 points de base en 2016, ils ont la hausse de 31% de base pour le premier trimestre en 2017, premier trimestre. Certains d'entre vous l'ont relié à la lettre que j'ai écrite au secteur bancaire concernant les conditions de taux qu'ils ont appliquées. Je crois que c'est un point sur lequel on pourra revenir au niveau de vos questions que vraisemblablement vous aurez en tête
au moment où on passera, je dirais, aux questions. Là aussi, le taux de change effectif réel du dirham. Là, nous apportons beaucoup d'appréciation à cet élément-là. Il devra se stabiliser à moyen terme avec une légère appréciation en ce qui concerne les termes nominaux, mais il sera compensé par le différentiel d'inflation quand on compare les taux d'inflation entre le Maroc et les pays concurrents. Vous les avez d'ailleurs sur le tableau, l'inflation et les pays concurrents. Nous faisons mieux que nos concurrents sur le plan de la balance, sur le plan de l'inflation. Regardez 2017, nous sommes nous à 0,9 quand ils sont à 2,4 et nos prévisions d'inflation, comme je l'ai rappelé, nous sommes à 1,6 en 2018 quand ils sont à 2,2 en 2018. Dans ces conditions, nous avons relevé une nette amélioration de la progression du crédit au secteur non financier. Nous avons terminé l'année 2016 au secteur non financier à 3,9. Nos prévisions tablent à 4,5 en 2017 et à 5 en 2018. Ils sont portés, comme vous le voyez, par l'amélioration à la fois des activités non agricoles et aussi par le fait que Banque al-Maghrib continue sa politique accommodante en ce qui concerne, bien sûr, le secteur du crédit. Nous continuons le financement du programme de TPME, on ne l'a pas arrêté. Nous continuons nos injections de liquidités. D'ailleurs, on y reviendra parce que quand on verra un petit peu ce qui s'est passé entre le mois de mai et le début juin au niveau des réserves de change par rapport au régime de change, quand j'y reviendrai tout à l'heure en ce qui concerne vos questions, eh bien, nous avons injecté les liquidités nécessaires. Et ensuite, la mise en œuvre des engagements dans le cadre du mémorandum que nous avons fait ensemble avec la CGM, le secteur bancaire et nous-mêmes au début de 2016 et que nous avions adressé au gouvernement parce que certains engagements qui avaient été pris ont commencé à être mis en œuvre à la fois par le secteur bancaire et par Banque al-Maghrib. On reviendra là aussi tout à l'heure si cela vous intéresse. Je terminerai par les finances publiques. Le déficit budgétaire hors privatisation, dernier chiffre, eh bien, il est de 4,1% du PIB en 2016, alors que la loi de finances avait prévu 3,5%. On avait retenu, et on l'avait dit ici déjà, 3 éléments qui ont impacté un petit peu ce dérapage. Les dons qui n'ont été pas à la hauteur de ce qui avait été retenu au niveau de la loi de finances. Les dons, on a fait 7 milliards en 2016, alors que la loi avait prévu 13. Nous avons vu aussi les remboursements de TVA. L'année a quand même vu, comparativement à 2016, nous avons, comparativement à 2015, une accélération des remboursements de TVA entre 7 et 8 milliards qui ont été remboursés et surtout un accroissement des crédits d'équipement. Donc ces 3 facteurs ont joué au titre du déficit budgétaire de 2016 pour qu'on soit à 4,1, chiffre définitif maintenant, comparativement aux 3,5 prévus dans la loi de finances. Alors, en ce qui concerne ce qui va venir pour l'année 2017 et pour l'année 2018, à moyen terme, en principe, cet ajustement devrait continuer à se poursuivre, à s'alléger. Selon nos prévisions, nous serons à 3,6 au terme de 2017 et nous serons à 3,4 en 2018, bien sûr en tenant compte un petit peu à la fois des prévisions, des dons, etc. et que nous allons devoir réaliser les recettes ordinaires selon les termes d'augmentation qui ont été prévus par la loi de finances. Eh bien, quand on parle déficit, on parle nécessairement endettement public. Et le tableau que vous avez là, comme on l'avait annoncé en mars, eh bien, il y a eu une progression de la dette qui s'est établie à plus de 64,7% en 2016, selon nos estimations.
Elle va être à 64,4 en 2017. Nous vous avons bien indiqué en mars qu'elle va commencer à décliner légèrement, surtout une stagnation de sa composante intérieure, mais elle va continuer aussi à se maintenir au niveau de ces 64,4% en 2018. Et donc, là aussi, c'est le mouvement de baisse et de stabilisation commence à se dessiner en ce qui concerne l'endettement public. Rappelons que tous ces éléments-là que je vous ai indiqués ont fait que, sur le plan de la notation du Maroc, les différentes agences ont maintenu la notation du Maroc en ce qui concerne l'investissement de grade, qui est quand même une notation très intéressante sur le plan de l'appréciation extérieure du Maroc. Nous avons aussi finalisé la LPL avec le Fonds monétaire international. C'est passé devant le Conseil et ça a été passé sans aucune difficulté. C'est quand même des éléments positifs qui continuent à donner une appréciation positive sur le plan des équilibres globalement macroéconomiques du pays. Voilà très rapidement et en essayant d'être le plus bref possible pour vous en ce qui concerne ces éléments qui ont retenu l'attention du Conseil de la Banque et qui l'ont amené à maintenir inchangé son taux directeur à 2,25. Je vous remercie. Nasreddin Afelit, Média 24. Monsieur Louali, une question sur un sujet brûlant, c'est-à-dire la flexibilité d'échange. Oui. 1. Quand est-ce que ça va démarrer? 2. Quelle sera la largeur de la bande? 3. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Ce matin, beaucoup de gros importateurs se sont vus refuser la moindre opération par leur banque. Hier, il était difficile, voire impossible, d'obtenir des couvertures à terme pour des opérations d'importation. Ce qu'on dit, c'est que vous n'étiez pas très content, que vous avez pensé qu'il y a eu une espèce d'instrumentalisation, d'une inquiétude pour promouvoir des couvertures, des opérations de couverture, que ce n'est pas forcément justifié, et que donc peut-être même que vous avez pensé à envoyer des inspections ou en tout cas à vérifier ce qui se passe. Peut-être que vous avez pris des mesures. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'allez-vous dire aux importateurs? Merci. Écoutez, je vais vous dire. Une banque centrale et les autorités monétaires basent toute leur intervention sur la crédibilité. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose ou quand on annonce quelque chose, nous ne jouons pas sur ce qu'on annonce ou sur ce qu'on dit. Depuis mes différentes conférences de presse avec vous ici, au moins les 3 dernières, quand on a commencé à travailler sur la flexibilité du régime de change, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 2 choses, ou même plusieurs. Je vais les rappeler, parce que je vous remercie pour cette question qui me tient à cœur. J'ai dit, il ne faut pas mélanger régime de change et taux de change. Le taux de change est une chose, c'est une valeur externe de la monnaie. Le régime de change est une autre chose. J'ai expliqué le pourquoi du passage du Maroc du régime de change fixe au régime de change flexible. J'ai dit que, nous avons fait un choix de globalisation, de mondialisation, que nous avons 56 accords de libre-échange, que le Maroc est en train maintenant de développer toute une stratégie extérieure dirigée notamment vers le continent africain, qu'en accompagnement de cette politique, il a essayé depuis 7 ans, depuis 2010, à mettre en place, à ériger la place financière de Casablanca en place financière régionale, et nous y avons réussi parce que la place est maintenant
bien classé sur l'index international à la 33e place et à la 2e ou à la 3e place dans la région MENA après Dubaï. Quand on avait dit ça et que nous avons dit que nous avons commencé à travailler sur ce sujet depuis pratiquement 2010 et qu'avec le Fonds monétaire international, nous avons déjà commencé à travailler depuis 2012, mais que nous n'avons pris la décision de passer au régime flexible que lorsque les prérequis seront là. Et nous avons indiqué les prérequis dans la transparence la plus totale. Nous avons indiqué qu'il fallait une soutenabilité budgétaire. Quand on dit soutenabilité budgétaire, ça veut dire un niveau accepté sur le plan international de déficit budgétaire et surtout un niveau d'endettement public accepté sur le plan international. Nous avons indiqué aussi qu'il fallait un niveau de réserve de change adéquat. Nous avons indiqué qu'il fallait nécessairement une maîtrise de l'inflation. Nous avons indiqué aussi qu'il fallait un système bancaire résilient, profond et gagnant. Eh bien, quand on a eu ces prérequis, nous avons dit nous pouvons commencer à passer au régime flexible. Et quand j'entends, quand on nous dit « Ah ouais, le fonds vous a imposé », qu'est-ce qui peut m'imposer le fonds? Je n'ai aucun accord de tirage avec lui pour qu'il m'impose quoi que ce soit. J'ai la LPL, mais j'ai pris l'engagement de ne pas tirer sur la LPL. C'est-à-dire, en cas de choc exogène, nous avons dit c'est une précaution. Mais nous avons, devant le Conseil du Fonds monétaire, et vous pouvez aller sur le site du Fonds monétaire, vous pouvez consulter les discussions au niveau du Conseil d'administration. Nous avons pris l'engagement de ne pas tirer sur la LPL. Parce que le prérequis était là. Nous avons dit qu'il fallait un niveau de réserve de change approprié. Et je suis un peu froissé quand j'entends ça et que la presse le reprend. Pourquoi? Zama, nous n'avons pas des têtes qui peuvent réfléchir, qui peuvent penser, qui peuvent mesurer ce qu'est l'intérêt du pays, quand est-ce qu'elle peut engager une réforme structurante, à quelles conditions elle peut engager une réforme structurante. Alors. Bien. Ben, quand ces prérequis ont été là, nous avons dit, ça y est, on commence à travailler sur le vif du sujet. Et la dernière réunion spécifique avec la presse, nous vous avons indiqué que nous irons étape par étape, que ça sera progressif, qu'il y aura une première étape où nous resterons accrochés aux 40-60% qui est, que nous élargisserons la bande et que, de toutes les façons, sur ce terrain-là, il n'y aura pas de dévaluation du dirham. Tous les calculs que nous avons faits, nous-mêmes en interne, les organisations internationales, que ce soit le fonds, la banque, tout le monde a estimé que le dirham n'était pas désaligné. Et qu'au contraire, provoquer une dévaluation serait contre-productif. J'ajouterai, vis-à-vis des gens, puisque vous me parlez des importateurs, vous me parlez des banques, quand on veut faire une opération de dévaluation, on la fait très vite et on la laisse derrière soi. Je n'attends pas le jour où je vais migrer vers le régime de change flexible pour faire une dévaluation. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et pourquoi je ne suis pas content? Parce que tout ce que je viens de vous dire, je l'ai répété à plusieurs reprises aux banques. Et pour moi, ils étaient les meilleurs porte-parole et, je dirais, voie de communication vis-à-vis de leur clientèle. La meilleure preuve que j'avais tout à fait confiance dans la mesure où ils ont même commencé des tournées régionales pour expliquer à leur clientèle. Alors, quand ces derniers jours, j'ai commencé à voir ce qui se passait, je n'étais pas content. Parce qu'on spéculait contre le dirham.
Pourquoi on fait ces couvertures? Pourquoi on payait ces couvertures? Si en tête, on n'avait pas en tête qu'avant ce terme, eh bien, les autorités vont dévaluer. Alors c'est pour cela que j'ai dit, eh bien, à mes services, oui, je leur ai dit, écoutez, vous allez me demander à chaque banque de me justifier les opérations. Qu'est-ce que c'est que ces opérations? Si c'est des opérations normales, je n'ai rien à dire. Paiement de dividendes, le Maroc paye les dividendes qu'il faut payer. Opération commerce normale, sans problème. Opération spéculative, je veux voir. Mais je n'ai, quand j'écoute, épuisement des réserves. Ah non, ça colle que 6 mois d'importation. Chiffre officiel, publié sur les comptes, sur les chiffres de Banque al-Maghreb. Non, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Et c'est ça où je suis mécontent, parce qu'on remet en cause la crédibilité de la Banque centrale et des autorités monétaires. Je vous ai dit tout dans la transparence la plus totale. Je vous ai dit quels prérequis on exigeait. Je vous ai dit comment on va passer au niveau de régime. Je vous ai dit ce n'est pas la flexibilité, n'est pas le taux de change. Je vous ai décrit les étapes. Et quand on dit quelque chose, nous tenons parole. Je vous ai dit, nous passerons au cours du second semestre. Avant la fin du mois, je ferai un point de presse ici avec le ministre pour annoncer le passage officiel. Absolument. Vous allez communiquer la date fin juin. Avant fin juin. Avant fin juin. La largeur de la bande? وحتى نجلسوا حشومه نكونوا انا وياه حشومه ليتيك من بعد العيد شو ولدي ما كاين مشكل قلت لك avant la fin du mois inchallah il ahyana Allah. Deux, je vous avais annoncé que j'ai fait reculer de 6 mois pour mieux préparer les opérateurs économiques. C'est ce que nous avons fait. Et là aussi, je ne suis pas content, parce que nous avons fait un effort monstre de pouvoir rencontrer les uns et des autres, pour expliquer aux uns et aux autres. Nous avons tenu 14 réunions avec le secteur bancaire. Nous avons tenu 12 réunions avec le secteur privé. Nous avons réuni les entreprises publiques. Nous avons réuni les entreprises privées. Nous avons réuni les bureaux de change. Nous avons réuni les universitaires. C'est pour cela que je ne suis pas content. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se rendre compte qu'ils ont fait des achats, qu'ils ont payé des choses, alors que rien ne se passe. Les choses vont devoir, ce qui devait s'étaler dans le temps, ils se sont précipités pour le faire dans une période. Les choses vont revenir dans leur normalité. Jusqu'à 6 mois, 9 mois. C'est ce qui a été fait. 6 mois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la couverture est une opération normale ou pas normale? Est-ce qu'elle doit être justifiée? Là, je vais vous dire. Je vais vous dire. Quelle est la position par rapport aux banques? Non, au contraire. Dans un système, il ne faut pas le voir dans le système. Il faut bien comprendre une chose. Il ne faut pas voir le système du régime de change en le saucissonnant et en s'arrêtant à une première étape. C'est un processus. Et le processus veut qu'il y ait des instruments de couverture. Exact. Ça va de soi. Ah, mais ça va de soi. Ça va de soi. D'ailleurs, nous avons travaillé avec l'Office d'échange longuement là-dessus. Et nous avons pris sur nous qu'avant la fin du mois, nous annoncerons avec le ministre également que la circulaire générale de l'Office d'échange et les instruments de couverture seront mis en œuvre. C'est que là aussi, nous tenons parole. Nous tenons parole. Mais c'est ça ce que moi, comme je dis, je suis déçu, que je n'arrive pas à comprendre, ce qu'on ne nous a jamais pris en défaut quand on a pris des engagements et quand on a annoncé des choses. Monsieur le ministre, si vous permettez, ce matin,
ce matin, les importateurs avaient beaucoup de difficultés à passer leurs opérations, même en spot. Non, C'est ce qu'ils disent. non. C'est ce qu'ils disent. شوف سيدي الله يطول عمرك. Juste je vous demande, M. Louali, si vous permettez, quel message vous donnez aux importateurs? Quel message rassurant vous allez leur donner? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? شوف Oui. الله يطول عمرك. D'abord, les choses sont très simples. Nous sommes le 20. Nous allons tenir le point de presse pour annoncer le début de la mise en œuvre du régime avant la fin de juin. Nous avons tenu parole. فهمتي؟ Nous allons commencer véritablement, progressivement, doucement. Je vous ai dit qu'on va rester au départ au panier à 60-40. Que je vais même plus loin, que même avec l'élargissement, je vais demander un reporting où je vais surtout surveiller comment on va traiter la PME. Donc il faut que vous soyez conscients que pour nous, des réformes structurantes de cette nature ne se prennent pas à la légère et ne se prennent pas comme ça. On y prépare. Même, d'ailleurs, je demanderai sur le plan de la communication. Nous avons même préparé des vidéos pédagogiques. Déjà, à Maziria, on est en train avec... Parce que c'est l'Institut qui est en train de nous aider, etc. Tout ça pour respect, pour l'opinion, pour le public, pour qu'ils comprennent bien ce que nous sommes en train de faire. Venez. Alors, lorsque je vous dis ça, que vous puissiez vous-même, après, à l'intérieur de ce que je vais faire, dans le cadre de l'élargissement, opérer avec votre conseil, votre banque, ce que vous voulez, ça vous regarde. Ça ne me regarde pas. Moi, je vous dis ce que je fais. Je vous dis quelles sont les étapes. Je vous dis, nous ferons les étapes doucement et que nous les ferons en fonction de l'évaluation à la fois des éléments internes et externes. Et que je peux vous dire que c'est une spécificité du Maroc et vous pouvez le confirmer auprès des organisations internationales. C'est un des rares cas où le passage se fait de façon volontaire, sans crise de change, et où nos étapes ont été vues et ont été, je ne dirais pas validées. Il n'y a pas eu de position, disons, de dire non, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ils ont dit que c'était bien mûri, bien réfléchi, bien avancé. Monsieur Louali, je vous prie de m'excuser et d'excuser mes confrères. Non, juste... Tout à l'heure. C'était le micro. Micro. Offerte maintenant pour que le public sache pourquoi ces spéculateurs veulent échouer dès le départ cette stratégie de... Je ne pense pas. Il faut que nous Ils soyons... veulent s'enrichir au détriment de votre système. Ils s'enrichissent pas, ils perdent. Non. C'est pour cela qu'il vous dit, il faut véritablement, et surtout vous, en tant que... Il faut véritablement ramener les choses vers leur dimension réelle. Hadou, ils ont fait une option. Ils ont pris une option. Malgré qu'on s'est réunis, malgré qu'on a dit nous ne dévaluerons pas, malgré ce qu'on a expliqué, etc., ils ont dit, peut-être sous le conseil, je ne sais pas qui, les salles de change, des sociétés de change, je n'en sais rien. Ah, ne croyez pas où ils vous mènent en bateau, ils vont dévaluer au moment du passage. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait lui? Il essaie de se prémunir. C'est-à-dire de payer moins cher au niveau des importations et de bénéficier au niveau des exportations, au mieux au niveau des exportations. Bon, ce que j'annonce aujourd'hui ici vis-à-vis de vous, c'est qu'ils ont fait un mauvais calcul. Parce que je confirme ce que j'ai dit à plusieurs reprises. Et que nous démarrons sans dévaluation du dirham.
Maintenant, Wash spéculé, il a spéculé. Je ne pense pas qu'il a spéculé. Il a pris une option. Et lui, il a pris une option. Il a dit, bah, je pense que généralement, effectivement, généralement, dans des opérations de passage à des régimes de change flexibles, parce que généralement, ça se fait dans des situations de crise, ça s'accompagne d'une dévaluation. Quand vous voyez dans d'autres pays qui sont passés au régime de change flexible, le passage s'est fait avec une dévaluation. Or, on leur a expliqué que nous ne passons pas dans une situation de crise. Nous passons d'une façon volontaire, nous passons dans une situation où nous avons pris l'essentiel des prérequis qui soient là, et qu'en plus, nous leur avons rassuré que le passage se fera de manière graduelle, étape par étape, etc. ولكن اللي خصني خصكم تفهموا عاود الله يخليك تسمعني très important. Oui, je termine, peut-être que ça répondra à votre question. Nous disons, nous, il ne faut pas croire que le passage au régime de change est sans risque. Je passe au régime de change et je dis qu'un NAO, c'est une assurance tout risque. C'est pas ça. Un régime de change flexible est une réforme qui accompagne un environnement, d'autres réformes, et qui peut être un levier d'appui à ces réformes. Pour nous, le Maroc est en train de voir son problème de compétitivité. Il est en train de revoir son problème précisément de productivité. Ça peut être un effet de levier. Mais demain, il y a un choc exogène qui peut arriver. L'Iran est attaqué. Le pétrole flambe à 150, déjà 150. C'est un choc exogène invraisemblable. Vous passez de 50 à 150. Eh bien, notre régime, à nous, jdid, te permet de faire face davantage que ton régime fixe. Précisément, nous avons des outils. La LPL Lisnina, avec le fonds, répond à ces situations-là. Vous voyez, ça peut être un appui. Mais il est le reflet de tout. Si vous perdez vos équilibres macroéconomiques, quand on m'a dit « Ah, l'Égypte a fait ceci, l'Égypte a fait cela, le pouvoir d'achat, ils ont dévalué. » On compare des choses incomparables. Vous nous avez obligés à nous mettre dans une situation par rapport à nos amis égyptiens et par rapport au gouverneur de l'Égypte, vous m'avez mis dans une situation difficile. Et là, j'ai commencé à comparer à ce qu'il faut. J'aurais pas besoin de comparer. Un pays, c'est quoi? C'est d'abord la sécurité, c'est d'abord la stabilité, c'est d'abord les équilibres économiques, c'est d'abord l'activité, c'est d'abord la confiance. Et c'est tout ça réuni qui fait que quand nous, sur le plan monétaire, nous prenons des réformes de cette importance, c'est en appui de tout ce qui a été fait autour. Pas le thermomètre. Arrêtez le régime de change. Pas le thermomètre. Le thermomètre, quand vous êtes, le corps est bien, ben vous mettez votre thermomètre, il est à 37,5. Et vous dites, bon, formidable. La situation est bonne. Si la situation, les équilibres ne sont pas là, et que vous mettez votre thermomètre qu'il monte à 40, ben à ce moment-là, vous êtes obligé d'accélérer ce qu'a fait l'Égypte, c'est-à-dire le flottement le plus vite possible. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. احنا ما جيناش قلنا لهم غدي ثانيا الناس اللي تيقول لي وي لو ريجيم فليكسيبل بابا يما قبيلته مفلس ضربوا الله ما ben alors qu'est-ce que vous voulez qu'on reste au régime fixe? Ben en cas de choc sur 150 dollars par exemple, vous boufferez en quelques mois tous vos réserves de change. Il faut savoir de quoi on parle.
Et à mon avis, les gens confondent régime de change et taux de change. On fait beaucoup de confusion. Et quand nous avons expliqué qu'attention, il n'y aura pas de dévaluation, c'est précisément pour faire ce distinguo que j'ai rappelé. Et encore une fois, je le répète ici, une banque centrale, si elle ne tient pas les engagements, eh bien, elle n'a pas la crédibilité d'une banque centrale. Si elle a son indépendance, elle doit être crédible. Si elle est crédible, c'est que quand elle annonce quelque chose, elle le tient et elle l'applique. Comme il n'y aura pas de dévaluation, il n'y aura pas de dévaluation. Comme on le fera le second semestre, nous le ferons le second semestre. Je vous ai dit, il faut des prérequis, nous avons exigé les prérequis. Je vous ai dit qu'on prépare les opérateurs, nous avons fait tout ce qu'il faut pour essayer de préparer les opérateurs. Voilà ce que nous avons fait. Oui, Monsieur Abachi Chamamba de l'économiste. Monsieur Le Wali, excusez-moi, je vais revenir sur ce que je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Comment expliquez-vous que ceux qui sont les plus avisés dans cette matière, c'est-à-dire les banques, qui comprennent moins, en tout cas, elles font semblant de ne pas comprendre vis-à-vis de leurs clients, et elles conseillent à leurs clients de spéculer autour du dirham. Est-ce qu'il y aura des sanctions si vous avez des éléments qu'il y a eu des actions délibérées? Je vais vous dire. J'ai demandé à ce qu'il y ait des missions. Bien sûr, j'ai eu les présidents au téléphone. Bien sûr. Je leur ai dit que je n'étais pas content. Les choses sont claires entre nous. Je ne suis pas content. Parce qu'ils me connaissent et je les connais. 2, il y a des missions vérification qui vont devoir approfondir les choses. Le problème pour moi n'est pas le problème de la sanction. La sanction viendra en dernier. Mais c'est le problème de mieux comprendre le pourquoi. Et le pourquoi, j'aimerais bien le comprendre à tous les niveaux, pas uniquement le niveau bancaire, même les opérateurs. Il y a de gros opérateurs qui sont au fait de ces choses-là d'une façon invraisemblable. Qui a pu fermer la porte à un opérateur de venir m'interroger directement? Est-ce que ma porte est fermée pour un opérateur pour qu'il vienne m'interroger directement? S'il y avait un doute. La confusion, à mon sens, vient du fait que les expériences d'autres pays sur le passage au régime flexible s'est faite dans le cadre d'une crise de change qui s'est toujours accompagnée d'une dévaluation. Voilà, à mon sens, je dis bien, j'essaie d'être positif. J'essaie d'être positif. Que pour eux, même pour les opérateurs, le passage qui s'est fait, d'ailleurs, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, effectivement, des pays, pratiquement tous, on les sait, on les connaît, on les suit, c'est accompagné d'une dévaluation. Or, je ne cesse de dire que nous sommes un cas unique, parce qu'on le fait de manière volontaire, parce qu'on a eu de notre côté les prérequis, parce qu'il n'y aura pas de dévaluation, et parce que, aussi, je dirais que, je ne veux pas utiliser un terme péjoratif, mais les gens sont un petit peu moutonniers. Quand quelqu'un commence, on suit. Alors que le plus fort, c'est d'avoir confiance dans la crédibilité de la Banque centrale. On sait qui a commencé. Je peux vous assurer que je ne sais pas qui c'est qui a commencé. Il a Là, on a de toutes les façons, comme je vous ai dit, pour moi l'essentiel, c'est qu'il y aura les missions. Nous verrons ce qui s'est passé. Nous tirerons les conclusions. Nous verrons qui, les dates, les opérateurs, quel secteur, quel client, quelle position, le pourquoi. Donc ça a été bien. Monsieur Le Wali. Qui va, je dit? Moralement, c'est répréhensible, mais est-ce que c'est illégal ce qu'on en fait, justement? Je ne dis pas. Non,
ce n'est pas illégal. Non, je ne dis pas que ce n'est... Ce n'est pas illégal. Mais le problème, c'est que quand vous discutez entre partenaires, surtout dans ce secteur-là, il y a des acteurs, on a les banques, il y a des opérateurs, il y a des intermédiaires qui sont les banques, il y a des opérateurs qui sont les opérateurs économiques, et il y a un régulateur, qui est moi. Il y a là. الدنيا كم صوبة لا الدنيا كم صوبة لا ماشي pas pour l'instant لا في العالم بيصير هكذا dans le monde entier c'est comme ça les intermédiaires les opérateurs et les régulateurs ça en schématisant quand je fais un accord ensemble quand on travaille ensemble qu'on décide ensemble je le fais dans la transparence la plus totale à l'âge. C'est pour faire réussir dans les meilleures conditions possibles la réforme, ou à l'âge, dans l'intérêt supérieur du pays. Voilà le pourquoi de la chose. Plus que légal ou illégal, c'est éthique ou non éthique. Qu'est-ce que vous placez par-dessus tout? Yallah, là, c'est pas une philosophie. C'est à la loi, moi je connais la loi. Tu connais la loi? Oui. Il donne l'éthique et Non, la loi est une émanation de l'éthique aussi, peut-être. Là, l'éthique est plus forte que la loi. Au-dessus. Antigone. Là, pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Là, je leur en veux pas. D'abord, le problème n'est pas là. Le problème, je vais vous dire, le problème, c'est qu'on croit avoir remis en cause ma parole. Alors que j'ai travaillé de la façon la plus transparente. Monsieur le gouverneur, je vais rebondir cette question et changer peut-être de sujet et enchaîner sur d'autres sujets d'actualité. Alors, par rapport à ça, vous dites que tenir votre parole, et vous parlez de la parole que vous avez tenue, c'est qu'il n'y aura pas de dévaluation. Et à ma connaissance, une banque centrale, quand elle décide de dévaluer une monnaie, elle ne l'annonce que le jour J. C'est-à-dire, moi, en tant qu'opérateur économique, c'est le ministère. Soit on dirait... ça, c'est un débat, parce qu'au Maroc, voilà, c'est les autorités monétaires. Mais le principe... Une date, une décision, ils l'appellent. Mais le principe est acquis que l'annonce se fait le jour J. C'est-à-dire que même si l'autorité monétaire me dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas de dévaluation, je ne suis pas obligé de la croire. Je peux, à la rigueur, c'est de mon droit d'anticiper une dévaluation. Quand je vois peut-être une baisse des réserves de change, ou peut-être ce qui se passe maintenant dans le Golfe avec les perspectives des dents, etc. C'est-à-dire que j'ai le droit d'anticiper une dévaluation. Vous ne pouvez pas. Et là, je reviens sur la question qui a été posée, à savoir la sanction. Quel est le levier, disons, voilà, juridique qui prévont dans cette situation? Les banques, qu'est-ce qu'elles encourent si il s'est avéré que leur acte s'est fait dans une logique purement spéculative? J'ai commencé par répondre à l'avance à cette question. J'ai dit à votre collègue que la sanction pour moi est en fin de parcours et ce n'est pas le plus important. Est-ce qu'on peut la savoir? Est-ce qu'on peut la savoir? Le problème, non, attendez. Il faut que d'abord que je sache ce qui s'est passé, qu'on me donne les explications, qu'on me donne est-ce que ça a été systématiquement orienté, qu'on l'a fait pour vouloir, etc. Bien, très bien. Il ne faut pas oublier aussi une chose, que vis-à-vis de l'extérieur, des statistiques au point de vue que nous envoyons, et que sur le plan extérieur, on voit les réserves de change du Maroc, en quelques semaines, perdre 44 milliards de dirhams. Les gens se posent des questions. Ils vont se poser, bien sûr. Hein? Par les couvertures. Chinois? Par les couvertures, on a perdu 44 milliards. Là, pas par les couvertures. Le total des opérations que nous avons sorties, comme je vous ai dit, mai-juin. Non, pas les couvertures. Légal, il les bras. Sur le plan il verra qui c'est qui est perdant en fin de parcours. La couverture coûte. Quand tu souscris la couverture, elle est gratis, elle n'est pas gratis. Si vous la faites et qu'elle répond à un objectif, oui. Si vous la faites mais qu'elle ne répond pas à cet objectif, vous avez payé quelque chose pour rien.
Donc là aussi, il faut voir, c'est eux qui sont perdants. Je suis à l'aise. Pour moi, à la limite, quand ils verront que les choses se feront de manière normale, que même quand vous dites « je dévaluerai le dernier jour » et que le dernier jour, je n'ai pas dévalué, etc., le problème n'est pas là. Je ne dévaluerai... Quand je dis « je ne dévalue pas », ça n'interviendra jamais dans la vie d'un siècle ou non. Comme je vous ai dit, comme j'ai dit à Aflis, je lui dis, quand on veut dévaluer, on le fait d'un coup, avant. Et sans crier gare. Maintenant, j'ai un régime de change, je ne vais pas dévaluer, et je dévalue. Et même sur le plan de la parole d'un gouverneur et d'une banque centrale, vous voulez le faire, là-dedans, ça ou la trop. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Louali. Au contraire, je ne dévaluerai pas. Et que vous le faites, alors là, c'est gros. C'est trop cher sur le plan véritablement de la crédibilité de la bourse. Monsieur Louali. C'est la frite. Qu'est-ce que vous dites aux importateurs? D'abord, les importateurs, aujourd'hui, vous dites il faut qu'on vérifie la légitimité, légalité des opérations qui sont faites. Je crois que maintenant... Qu'est-ce qui va se passer demain matin? Voilà. J'espère qu'après ce point de presse, où j'ai été très clair, j'espère que les choses reprendront leur cours normal. Reprenant leur cours normal, ils n'ont rien à me dire et je n'ai rien à leur dire. C'est ça le problème. Silouali. Je verrai. Silouali, vous dites qu'il n'y aura pas de dévaluation, ça on l'a bien compris. Mais il peut y avoir une dépréciation du dirham. C'est ça un régime flexible avec un flottement. Bien sûr, on ne connaît pas le niveau de la bande, mais les gens ont le droit de se couvrir face à une future probable dépréciation du dirham. Donc c'est quoi le problème au fond que les gens se couvrent, achètent des options sur des importations? Le problème qu'il y a, c'est que nous-mêmes, nous avons indiqué que lorsque nous mettrons ce système en branle, il y aura des instruments de couverture qui seront mis en place et on a travaillé avec l'Office d'échange pour mettre en place des instruments de couverture, ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est d'attendre de voir quel va être l'élargissement de la bande, à quoi ça va correspondre et à quel niveau on va se placer pour se couvrir. Tout ça se passe de la manière la plus normale. Mais commencer à se couvrir à des montants invraisemblables qui ne correspondent pas à des opérations réelles, etc., là, a dit ça correspond à ce que vous spéculez sur une dévaluation, et je sais même sur le taux sur lequel ils ont spéculé. Est-ce que vous avez une idée sur les volumes qui sont passés les salles de marché sur le dirham? Hein? Le niveau de volume qui a transité sur le marché de change ces dernières semaines et qui vous a alerté un petit peu par rapport à cette question. Qui vais-je? J'ai pas saisi. Là, ma question porte sur les volumes qui ont transité sur les salles de marché et qui vous ont alerté. Quels sont les volumes? Oui, tu l'as dit, contre mai, juin, 44 000. 1,2 milliard. 1,2 milliard par jour. Sur le change. Sur le change. Depuis combien de temps? Mais non. Un mois. Depuis un mois. Plus faible, beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible. Chaud. Nous sommes parlés. Ils ont compris le message que j'ai passé. Moi, je ne suis pas passé sur le fait qu'ils se couvrent, ne se couvrent pas, etc. Le fait, pour moi, ce que j'ai dit, tant qu'on est sur un régime de change flexible, la date telle, je suis toujours sur un régime de change flexible. Et je donne une cotation du dirham. Et je donne une cotation du dirham avec une marge, une bande de 0,6. Une bande de 0,6. Une bande de 0,6. Le problème ne se pose pas. Présente les achats, ils sont normaux, ils se font. Votre question, quand je passerai à un élargissement
Et ça va être un élargissement qui va être un élargissement, disons, progressif. Qu'il commence, lui, à faire ses calculs pour se couvrir. Moi, je lui donne même les instruments de couverture. Il n'y a rien de... Mais commencer pendant un mois sur des montants aussi importants et que je demande les explications. Et là, moi-même, je demande les explications. Quand on me dit non, c'est telle date, c'est des règlements de dividendes, pour moi, il n'y a pas de problème. Des règlements de dividendes, normal. Et les autres, la opération spot, couverture, correspond à quoi? Bonjour, San Kharmouni, économie entreprise. Justement, comment s'expliquent ces sorties massives de devises depuis un mois? Non, mais comment ça s'explique? Parce que 44 milliards, c'est quand même énorme. Non, il y a des choses qui sont liées au commerce extérieur, il y a des choses qui sont liées à l'aggravation du commerce extérieur. Il y a des opérations qui sont des opérations d'anticipation, ce qu'on appelle des phénomènes d'anticipation. Ces phénomènes C'est-à-dire qu'il y a d'anticipation fuite de capitaux. ont joué. Non. C'est-à-dire qu'il achète des devises, il se couvre sur des opérations qui vont être à terme et qui, lui, se couvre à terme pour ne pas avoir à subir le coût d'une dévaluation si elle intervient. C'est-à-dire que ça remet en cause la crédibilité de la politique de la Banque centrale. Là, c'est pas ça. C'est-à-dire contre partenaires qui discutent, ce que je vous dis, vous n'y croyez pas. C'est ça, c'est la crédibilité. C'est ce que je dis. Et dès le départ, on leur a expliqué tout ça. On leur a dit, nos calculs, les calculs du fonds, nous sommes sur... Le dirham n'est pas désaligné et nous ne commencerons pas l'opération avec une dévaluation, contrairement aux pays qui ont été en crise, etc. C'est pour cela que je vous dis, peut-être que dans la tête de certains, ils ont dit... un passage à un régime de change flexible se fait toujours avec une... Et il y a le système moutonnier. Vous ne croyez pas que c'est pour mieux vendre par la suite des instruments de couverture? Je n'ai idée. Est-ce que c'est pas pour vendre des instruments de couverture, c'est pas pour faire du bénéfice? Alors là, c'est pire. Si on conseille mal le client pour lui foutre encore un coup de couverture, ça me paraît entre le client et la banque poser problème. Oui, d'autres questions? Vous avez voulu? Oui. En fait, voilà, j'aimerais bien ouvrir le dossier des banques participatives. Bien. Donc, voilà, on peut poser énormément de questions par rapport à l'opérationnel. On sait bien maintenant qu'il y a le problème des secours qui n'existe pas, le problème de l'assurance, Takafoul qui n'est pas encore prête, etc. Mais j'ai une question par rapport à l'écosystème de la finance participative, de la banque participative dans son ensemble. Il y a une question qui se pose par rapport au mode de régulation. Il y a la Banque centrale du côté des banques, la CAPS du côté de l'assurance, le comité des ulama pour tout ce qui est religion, et peut-être le CSO qui relève de l'institution royale, il faut le rappeler. Donc cette diversité d'intervenants, est-ce que c'est pas cela qui met en otage quelque part le retard que prend la banque participative? Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un chef d'orchestre pour chapeauter tout cela, et qui, à votre avis, serait en mesure de jouer ce rôle? Là, je peux vous assurer que c'est vrai qu'il y a les intervenants, comme il y a les régulateurs. Dans d'autres pays, il y a un seul régulateur qui est à la fois le régulateur monétaire, d'assurance et marché des capitaux. Il y a ceux qui ont opté pour un seul régulateur. Nous avons opté pour 3 régulateurs. Très bien, chacun fait son travail. Mais nous avons prévu un comité de coordination qui est prévu par la loi, que je préside, où il y a les autres régulateurs, sur lequel il y a l'échange d'informations, tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là de la finance participative, il y a une coordination qui est faite entre les 3 régulateurs. C'est-à-dire que nous sommes près de la CAPS pour préparer toute la régulation de Takafoul. Nous sommes tout près de la MMC pour tout ce qui est relatif au marché des capitaux participatifs. Tout ça se fait dans la coordination. Ce qu'oublient les gens, c'est que c'est un travail qui est
un travail terriblement long, un travail où il faut tout mettre en place pour que le marché travaille dans des conditions importantes. Regardez par exemple la convention d'ouverture de compte. On a mis une commission au niveau du GPBM pour qu'il y ait une convention de place d'ouverture de compte avec Banque al-Maghrib. Une fois que la convention est prête, le comité Sharia qui doit valider. Une fois que... évidemment, on le pousse un petit peu, mais il faut lui donner le temps, etc. Mais c'est tout le début de la mise en place de la finance participative. Maintenant, quand vous dites, il a des bahna, qu'est-ce qu'on attend des soukouk pour préparer aussi le marché monétaire participatif? Il n'existe pas, il faut le créer. Vous en êtes où, monsieur? Je me suis dit, Vous en êtes où dans ce dossier? ça avance positivement. Parce que les délais qui a été... 15 juin, mais vraisemblablement septembre. Vraisemblablement septembre, Inch'Allah. Donc vous voyez que les éléments du puzzle, chaque chose se met en place. Mais il ne faut pas croire que parce que l'écosystème devient autant. Non. Non, parce que les agences sont déjà ouvertes. Vous comprenez, monsieur? Ça veut dire les murs sont là, mais les produits ne sont pas. Jusqu'à ce que tout soit prêt. L'essentiel des circulaires est là. 3 circulaires sont déjà publiées. فيهم la circulaire اللي فيهم les 5 produits. صاوبين. circulaire مصاوبة وداس عند الكوميتي الشريعة وداس عند الاس جي جي وelle a été publiée au BO. صاوبين. Fonds d'investissement la même chose ياك. On a la même chose. Le fonds d'investissement تصاوب هذا مشى للشريعة مشى le reste vient au fur et à mesure. Et nous avons on peut, si cela vous intéresse, on peut vous donner la feuille de route des circulaires ou des textes qui sont dans le circuit et qui vont devoir compléter l'élément du puzzle pour la mise en place du travail des banqueuses. La meilleure preuve en est. بداو la publicité وبداو الحركة والناس خدام وكان ايكو سيستيم اوتاج غادي يبدا هكذا. Non, ne vous en faites pas. 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 La clientèle auprès de la clientèle. D'ailleurs, nous avons saisi aussi la CCG, la Caisse centrale de garantie, pour que le système de mise en place participative, pour ce qui est la mourabah immobilier, puisse se mettre en place. Tout ça demande des choses. Là aussi, ce qu'il faut bien avoir en tête, il n'y a aucune volonté, je peux vous l'assurer, aucune volonté de la part de n'importe quelle partie prenante. Je dis bien de la part de n'importe quelle partie prenante. La Banque al-Maghrib, voilà la CAPAS, les assurances, voilà l'AMC, voilà le Kitab al-Ammad al-Hukuma, voilà le Board Sharia. Ça m'a une volonté de reculer, de perdre du temps. Au contraire, je peux vous assurer que les gens travaillent le samedi et le dimanche pour faire avancer. Ce week-end, ils ont travaillé encore pour faire avancer les choses. Ce week-end. Non, il n'y a aucune volonté de mettre en otage qui que ce soit, mais les choses demandent plus de temps, demandent plus de... Les gens veulent lire, veulent regarder. ملي تقول له واش هادشي مطابق للشريعة المذهب المالكي تقول لك سيدي خليني الوقت نطالع ونشوف. Alors je vous dirais même pour que vous soyez au courant, même au niveau du board Sharia, on a mis 3 équipes de façon à ce qu'ils se répartissent le travail. كله باش نربحوا الوقت. Avant, كانوا كلهم يتجمعوا. On a désigné un rapporteur qui travaille le sujet pour ramener à ce que le board se mette ensemble et que le rapporteur expose au comité. Tout ça pour gagner du temps. Il n'y a pas de volonté de bloquer quoi que ce soit, ni de prendre en otage à la kalima amelti, ni de prendre en otage l'écosystème. Il n'y a rien de tout ça. Il faut être tranquille. Il y a derrière vous des gens qui n'ont pas pris la parole. سي الوالي بلش يقرا اخبار اليوم الله يخليك
بلش قرا اخبار اليوم الله مالك يخليك. مشيتي حتى ما كانش بلاصه هنا قريبه. سؤالي يعني سريع اذا ممكن. سريع يلا زيد. نريد أخبار توضيحات اليوم. حول قضيه شركه KBA مع بنك المغرب بعد الشكايه اللي وضعته عند الوكيل العام المالي. شكرا. Choc. Bien. Bien sûr, sur KBA, nous avons continué ce que nous vous avons dit. Nous avons désigné un avocat suisse, des plus importants. Il est en contact avec l'avocat de KBA. Aux dernières nouvelles, nous sommes en train de discuter à l'amiable de nous transmettre les éléments d'information. Nous attendons ces éléments d'information pour prendre les décisions qui s'imposent pour défendre, bien sûr, les intérêts de Banque du Maghreb. Mais les choses, bien sûr, continuent. La plainte est toujours... Je le suis dit. La plainte. Il va يجيني les éléments. عاد نشوفوا هنا on a déposé plainte contre X. Il y a que ouais. On a déposé plainte contre X ici. Oui. Si Jouari, je voudrais vous poser une question sur la CEDEAO. Que nous sommes en train d'intégrer cette communauté économique. Au même moment où il y a des discussions sur la monnaie unique régionale, on parle même d'un horizon 2020. Ma première question, est-ce que ces discussions vous paraissent sérieuses, une monnaie unique pour l'Afrique de l'Ouest? Et si oui, si ces discussions sont sérieuses, que le projet tient debout, est-ce que le Maroc pourra se passer du dirham et faire l'union monétaire et économique en même temps? Le problème, il y a la CEDEAO avec tout ce qu'elle a négocié, tout ce qu'elle a mis en place comme structure, comme texte, comme législation, dans un tas de domaines. Et il y a la demande du Maroc. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a eu la Tunisie, il y a eu la Mauritanie. Une demande CEDEAO. Le Maroc a eu l'accord de principe. La Tunisie, je crois qu'ils lui ont demandé ils lui ont demandé d'observateur, statut observateur, et la Mauritanie, qui était avant membre, qui a jeté, je crois qu'ils l'ont un petit peu écarté. Si mes souvenirs et mes lectures sont bonnes. Maintenant, pour nous, il est d'abord, avant de venir le problème que vous posez et où vous me demandez mon avis, c'est de nous situer par rapport à tout ce qui régit la CEDEAO et comment nous allons devoir l'intégrer. Maintenant, 2020, on verra s'ils vont faire la monnaie unique. La CEDEAO aura le gros féa de l'Afrique occidentale. L'Afrique occidentale, il y a une monnaie, ils sont dans une zone monétaire, parrainée par la France. Donc tout ça, il faut Justement, attendre. cette monnaie va disparaître parce qu'elle est justement parrainée par la France et considérée comme une monnaie coloniale. D'ailleurs, c'est son nom. Là, ne me mettez pas à la place de vous répondre, à la place de ceux qui sont plus près du problème, qui connaissent la réalité de plus près, etc. Vous me posez une question qui concerne un point fondamental, qui est celui de l'intégration du Maroc, la demande du Maroc, son intégration à la CEDEAO. C'est dans le cadre logique de toute la stratégie prise au niveau de l'Afrique, puisque le Maghreb maintenant est bloqué. Hein? Maintenant, il va falloir, une fois que le principe est acquis, qu'on passe en revue tout le dispositif juridique, politique, économique, etc. À ce moment-là, on verra comment le Maroc va devoir s'intégrer. Si ça doit se faire de cette manière-là, très bien. Mais il me semble que, par expérience, et que vous le voyez, surtout au niveau d'un continent comme l'Europe, la monnaie unique, c'est le stade final de tout ce qui est intégration. Hein? Vous ne commencez pas par la monnaie. Hein? La monnaie, c'est le stade final de l'intégration au niveau économique, au niveau, je dirais, budgétaire, au niveau fiscal, au niveau...
vous parlez, vous dites, bien, j'y vais au niveau de la monnaie. La meilleure preuve, on est au niveau des pays du Golfe. Mais ils ont parlé de la monnaie unique au niveau du Conseil des pays du Golfe. C'est pas ça. Ils ont même parlé d'une banque centrale unique. Mais le problème n'est pas là. La banque centrale et la monnaie, l'Europe a commencé par, je dirais presque un petit peu à rebours, et se retrouve confrontée au problème où il n'y a pas de convergence sur les aspects économiques, sur les aspects budgétaires, sur les aspects épargne, sur les... Ah, ça, oui. Après, oui. Après, on peut y aller sur la monnaie. D'autres questions? Oui. Une dernière. Pardon? J'ai une dernière là. Une dernière question. Là, il y a une, deux, trois, quatre. Oui, allez-y. Yallah, lui n'a pas parlé. Yallah, allez-y. Alors, le gouvernement accuse ouvertement les distributeurs de carburant de ne pas répercuter les baisses à l'international. Quelle est votre analyse au niveau de la Banque centrale? Parce que si mes souvenirs sont bons, il y a à peu près une année, c'était également votre diagnostic. Quelle est votre analyse aujourd'hui? Mais vous avez bien fait de parler il y a un an, j'ai parlé de ça. On m'a posé la question, après, est-ce qu'il y a une entente? Pourquoi on répercute? J'ai dit que ça revient à des organismes qui n'est pas la Banque centrale, qu'il y a des ministères de tutelle, et il y a un conseil de la concurrence. Il leur revient à eux d'apprécier, bien au vu de... Les calculs sont vite faits, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas? Est-ce qu'on répercute ou on ne répercute pas? On regarde, on voit, on explique, on s'explique, et on prend ce qu'il faut prendre comme décision. Ce n'est pas la Banque centrale. Hana, vous allez me faire des ennemis. Je l'ai souligné, je ne sais pas d'ailleurs où je l'ai mis, mais la Banque centrale joue le rôle de stabilisateur des prix. Là, Ouais, elle est mentionnée. Là, شوف يا سيدي. Là. Non, شو يا سيدي. Je veille, là, je veille à la stabilité des prix. Conformément à ces dispositions, Banque du Maghreb vise, à travers la conduite de la politique monétaire, à assurer la stabilité des prix dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. كاين هادشي. واسمع اعطيني خاطرك. واذا لا تبعتك خصني نمشي نشوف البري تشوينغوم ونشوف البري Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un indice qui est publié qui mesure un petit peu l'indice de consommation qui est publié par le HCP et qui mesure l'indice de consommation, l'indice des prix à la consommation. Et moi, à travers ma politique, j'essaie de contribuer à travers ma politique, précisément de stabiliser, qu'il n'y ait pas de poussée au niveau de ces prix. C'est le prix global, c'est de l'inflation. Je le mesure au niveau de l'inflation. Je ne le mesure pas au niveau du prix de chaque produit. هذا هو المشكل. دابا قلت فيا وقلت لي واسي نقول لهم هو علاش هذا ماشي شغالي. لا هذا ماشي شغالي. Oui. Gouverneur, vous avez parlé vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la différence entre ce qui est légal et ce qui est éthique. Est-ce que le démarrage de la première banque participative, il a été critiqué par des concurrents ou des confrères de cette banque? Est-ce que c'était légal? Est-ce que c'était éthique? Non, je l'ai rappelé à l'ordre. D'accord. Tout simplement. Il ne fallait pas démarrer? Non, je lui ai dit, pour démarrer, même pour lui, au moins que, la convention d'ouverture de compte soit finalisée. Vous appelez un client pour lui faire quoi? Pour lui ouvrir un compte. Il n'y a même pas de convention de couverture de compte. Et vous commencez une publicité comme ça. Je l'ai bien rappelé alors. Yeah. D'abord, la publication a été faite au BO. ديال الESA.
Donc c'est le Sharia, comité Sharia. Dès que le comité Sharia on publie, non, il faut la publication, et puis après vous irez. La convention, pas besoin de place. Très bien. Donc c'est imminent. Inch'Allah. افتح يا سيدي. افتح عند رمضان وكنعاود لك الحكايه ديال افتح. لكن رمضان. Après, en septembre. Inch'Allah. Rappelez-moi. Je ne manquerai pas. Fin juin. السيدة ما تكلمتش ونعطيك. Je reviens vers vous. Vous avez parlé les- du 15 septembre. Pour. Je sais pas. Banque participative et 15 septembre. J'ai entendu 15 septembre. Donc pour les circulaires, on sait Soukouk. Ah, les soukouk. Ah bon, je ne sais pas. Je vous avais parlé de banque participative Non, le non, 15 non. septembre. Là, votre collègue m'a dit, vous avez annoncé ça pour juin. Je lui dis, c'est reporté en septembre pour les soukouk, Inch'Allah. Oui? Bonjour, monsieur le gouverneur. J'ai quelques questions. La première, c'est, je reviens au crédit. Juste savoir, qu'est-ce qui justifie la remontée des taux qu'on observe depuis le premier trimestre? Et deuxième question, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du GPBM? Parce qu'il y a certains établissements... Au niveau du GPBM, oui. Il y a certains établissements en fait, qui reprochent à d'autres de faire du dumping. De savoir qu'est-ce qui se passe réellement à ce niveau. Et juste au niveau des dons du Golfe, qu'est-ce qui justifie en fait le décalage entre vos prévisions et la loi de finances? Et est-ce que la crise en fait, dans le Golfe aujourd'hui compromet la mobilisation de ces dons? Et je pense savoir que c'est la dernière année de mobilisation aussi. Qu'est-ce qui se passe après? Non, écoutez, je vais vous dire. Je commence un peu par le dernier, en ce qui concerne un petit peu la mobilisation. Je crois que nous arrivons à la dernière année de mobilisation. C'était sur 5 ans. Le début était 2012. Il y avait, je crois, en 2012, on n'a pas mobilisé, mais on a cumulé sur 2013. Donc ça arrive pratiquement à... Est-ce que ça va se renouveler? Pas se renouveler. Est-ce que ça va se renouveler de la même manière? Est-ce que ça va se renouveler bilatéralement? Ça, c'est des choses auxquelles plus le ministre des Finances qui peut répondre que moi-même, très honnêtement. Donc c'est lui qui peut répondre. Je sais qu'il y a des choses qu'ils ont préparées, qui avancent, mais il ne serait plus lui-même indiqué à ce que... Maintenant, en ce qui concerne la hausse des taux, vous avez parlé de la hausse des taux. Non, nous avons vu la hausse des taux. Il faut lier les choses de la manière suivante. Les banques ont commencé à se faire une concurrence invraisemblable sur les taux, notamment les taux appliqués à l'immobilier, à l'habitat, et qui sont sur des durées très longues, de 20 ans, parfois plus, et où on a vu, nous, en tant que régulateurs, qu'il y avait un risque de taux réel. J'ai saisi le GPBM. J'ai saisi le GPBM en lui disant que, attention, vous risquez un taux qui peut vous porter préjudice. Et donc, par conséquent, la concurrence doit jouer, mais pas la concurrence anarchique. Jusqu'à mettre, je dirais, presque en difficulté, eh bien, la banque considérée. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois que je fais cette lettre. Quelle année on a fait une lettre? 2003. Donc déjà, en 2003, on avait envoyé un message qui était le même, en disant, bien, de toutes les façons, quand on fait le cumul des baisses, malgré cette augmentation, par rapport aux décisions que nous avons prises au titre des baisses le taux directeur de la Banque centrale, nous restons dans une position des banques qui est raisonnable. Vous voyez que même si je ne suis pas mécontent d'un côté, parfois je suis content de ce qu'ils font de l'autre côté. C'est la première fois d'ailleurs que je suis mécontent vis-à-vis d'eux, très honnêtement. Très honnêtement. Donc, c'est pas la première fois. En 2003, donc c'est un peu ça que nous allons faire. Le deuxième, vous m'avez passé le GPBM. GPBM.
Écoutez, je vais vous dire. J'ai été président de banque de l'autre côté. J'étais président du GPBM en même temps. Et j'ai vécu cette situation. Il y a toujours quelqu'un qui vient te dire « Ah oui, c'est lui qui a commencé ». Alors quand tu le dis, je dis « Non, non, c'est pas moi, c'est l'autre qui a commencé ». Bon, c'est un peu ce que nous avons dit. Mais je pense que nous, en tant que Banque centrale, par contre, nous voulons que la concurrence joue au sein du secteur bancaire. Et pas des ententes. Nous sommes contre les ententes. Et au contraire, nous surveillons cet aspect du problème. Mais de l'autre côté, quand on le dit, on n'est pas pour la concurrence anarchique. C'est-à-dire où il y a une dégradation, un avilissement des conditions appliquées qui commence à porter préjudice en ce qui concerne la situation de la banque elle-même. Voilà notre position. Maintenant, nous suivons. Si nous avons l'impression qu'il y a des ententes, bien, on agit. Je ne dis pas que nous maîtrisons tout, qu'il n'y a pas peut-être des choses sur lesquelles c'est possible, mais ça finit toujours par ressurgir. Regardez même au niveau international, hein, les accords entre banques sur le Libor, la manipulation du Libor, tout finit par remonter à la surface. Et c'est ça ce que le régulateur doit surveiller. Surtout pas d'entente, mais aussi de l'autre côté, pas d'avilissement des conditions appliquées à la clientèle. Oui. Ça envoie quand même un message assez difficile pour les consommateurs qui ont bénéficié des taux les plus bas, qui n'ont jamais été pratiqués au Maroc pour acquérir un logement. Et d'un coup, parce qu'on leur dit qu'il y a une lettre du Wali qui a sommé les banques d'arrêter cette concurrence anarchique, comme vous la qualifiez, les taux remontent et ça devient... Là, il ne faut pas... Non, moi je vous dis, ça c'est comme ça qu'il est perçu, cette séquence. Il ne faut pas croire que quand ma lettre est arrivée, ils ont doublé les taux et qu'ils ont tué les gens, etc. Non. Nous sommes là, nous avons un reporting, nous avons trimestriellement les enquêtes sur les conditions débitrices à la clientèle, nous voyons qu'est-ce qui a augmenté, nous l'avons banque par banque, comme ça. Donc nous sommes en train de surveiller et de suivre. Et كيف تقولوا أريد بها باطل أو حقيقة أريدها باطل. Non, c'est pas comme ça. مش ياخذوا شيء أنا ياكلوا الثوم فمي. طلبوا لي رسالة pour que je mette un peu d'ordre chez eux et ils la prennent pour commencer à appliquer à la clientèle. Non, c'est pas comme ça que nous suivons nos conditions. Le prochain trimestre, nous allons voir ce qui se passe. Et croyez-moi, nous suivons de très près cet aspect du problème-là. Si. J'étais patient. En fait, je voulais vous poser une question, revenir sur la question de la finance islamique par rapport au goulot d'étranglement. Certains disent que c'est en partie à cause du Sharia Board, où les sages sont plus versés en religion qu'en finance. Est-ce que vous confirmez? Non, il faut bien comprendre d'abord que c'est une première expérience au Maroc. Que même nous, je l'ai dit ici devant la presse, que nous avons nous-mêmes parrainé des voyages de l'Ulama Diana à travers différents pays pour qu'ils voient comment l'expérience des autres pays, comment ils agissent, etc. Inch'Allah, Malaisie, Inch'Allah, Bahreïn, ils ont été reçus, etc. Maintenant, nous avons une équipe d'une 11 personnes qui sont véritablement bien compris ce que c'est que la finance islamique. Croyez-moi. D'abord, qu'on vous lui a expliqué, quand les gens ont bien compris. Ensuite, avec eux, il y a les experts. Le board. Les experts. Donc, il y a à la fois les ulama, les experts, et donc les choses. Au contraire, la meilleure preuve que je peux apporter, c'est que maintenant, nous avons constitué au sein du Sharia Board 3 groupes de travail
avec un rapporteur. Ça veut dire qu'ils sont en mesure de bien lire, de bien comprendre, de bien assimiler, de bien voir quel est le rapport charia-finance. Non, très honnêtement. Au début, bien sûr, c'est normal, Bdina, mais maintenant, non. Je peux vous assurer que véritable vitesse de croisière, et qu'ils travaillent le samedi et le dimanche en plus. Croyez-moi. Non, de ce côté-là. J'ai d'autres questions. Oui. Par rapport à la question sur les IFRS 9 et les règles de provisionnement, ils vont entrer en vigueur en Europe en 2018. Est-ce que ça va être aussi le cas pour le Maroc? Et j'en profite aussi pour demander où est-ce qu'on est le chantier de Bâle 3. Et une dernière question par rapport au rapport sur le capital immatériel qui n'a pas encore été publié, alors que la Banque mondiale est venue après vous, qui a publié son rapport qui traite essentiellement de ce volet-là. Est-ce que les conclusions n'ont pas été acceptées au lieu, puisque votre rapport à votre niveau, il est fini? شوف نفضوا بعد l'immatériel. D'abord, l'immatériel, ça a été une commande royale pour le Conseil économique, social et environnemental et pour Banque Maghreb. On a travaillé, nous, dès 2015, pratiquement un an après, on avait la maquette, on a fait les calculs, on a fait l'adaptation au niveau d'un... Nous avons donné les chiffres de la richesse nationale, nous avons même la maquette, si nous avons les données, nous pouvons les actualiser année après année. Et ça, je l'ai déjà dit autour de cette table d'un point de presse. Avec le Conseil économique et social, nous avons finalisé les autres points en dehors du chiffrage. C'est-à-dire, dans la commande royale, il y avait 3 ou 4 questions essentielles auxquelles on a répondu dans le rapport. Le cabinet royal. Pour nous, notre mission est terminée. On ne le publie pas tant que, au niveau du cabinet royal, on ne décide pas du sort de ce qu'on veut en faire. Rappelez-vous que dans le rapport de la Commission sur la régionalisation, Sa Majesté avait souhaité qu'il y ait au contraire des déplacements régionaux, une explication des conclusions, etc. Bon, on attend. Ce qu'a fait la Banque mondiale, ce n'est pas... Non, ça c'est autre chose. Le rapport de la Banque mondiale est un rapport qu'elle fait, je crois, tous les 5 ans sur une appréciation globale au niveau de la situation du pays. Elle a utilisé parmi les éléments le côté immatériel. D'ailleurs, elle a cité Banque Maghreb, le travail avec le CE, elle l'a cité. Mais ça n'a rien à voir avec le rapport et la commande royale. Donc, c'est deux choses différentes. On n'attend pas de la Banque mondiale qu'elle dise que vous êtes formidable, pas formidable, qu'elle partage ou qu'elle ne partage pas. Le seul élément, c'est que sur l'élément chiffré, parce qu'on l'avait adapté à la réalité marocaine, qu'on a cette on avait reçu une lettre de félicitations dithyrambique en disant vous avez fait un travail formidable, l'équipe a adapté, etc. et que ça allait leur servir pour d'autres pays. Bien. Maintenant, vous m'avez posé la question en ce qui concerne IFRS. Effectivement. Mais vous avez vu que même en Europe maintenant, au niveau de Bâle 3, il y a toute une discussion de savoir quelle méthode d'approche, selon quelle méthode d'approche, etc. Et là, j'ai reçu les 3 présidents des principales banques qui parlaient au niveau du GPBM ici, qui sont venus me dire que c'est le fait d'ajouter le nouveau classement des actifs et des créances, plus IFRS 9, etc., ça va leur coûter sur le plan des fonds propres, des provisions, etc. On leur a dit, écoutez, nous faisons la même méthodologie d'approche avec vous. C'est une approche participative. Ensuite, on mesure les impacts et puis on y va graduellement. Et en tout cas, même en Europe, la date du 1er juillet 2018 est remise en question. Donc pour nous, nous ne sommes pas tenus, nous sommes en train de regarder, on ira là où il faut y aller, doucement, mais c'est ce que j'ai dit à notre système bancaire et au président. Je dis, écoutez, il faut bien vous dire une chose. Nous continuerons, nous, à veiller à ce que notre système bancaire soit respectueux de toutes les règles internationales. Ce qui a fait votre solidité,
ce qui avait fait votre nom, ce qui vous a permis d'aller sur l'extension en Afrique, est précisément le fait de vous avoir préparé au moment opportun aux normes et aux conditions prudentielles émises au plan international. Alors, il ne faut pas remettre en cause cet objectif. Qu'on le fasse de façon concertée, qu'on le fasse de façon progressive, mais il faut y aller et pas le remettre en cause dans son principe. Et nous sommes tombés d'accord dans cette façon de faire. Pardon? Là, le terme, on le verra. On le verra. Même en Europe, il est remis en cause. D'abord, il y a même une... D'ailleurs, sur les journaux d'hier, même les journaux d'hier, oui, il y a même maintenant une opposition entre les Américains et les Européens. Avec la méthodologie d'approche où les Européens indiquent que les Américains veulent tirer un mouvement d'affaires vers eux, etc., que ça va peser très lourd au niveau des banques européennes. Le président de la BNP a fait une déclaration encore plus radicale en disant que même ce que préconisent les autorités européennes n'est pas dans le bon sens des banques parce que ça va peser sur les banques européennes. Donc tout ça est en train, BAL3 est en train encore de mijoter. Ça demandera pas mal de temps. Hein. Ce n'est pas notre souci majeur pour les temps qui courent. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Saïd Moubarak Saïd, tous mes voeux, surtout rapporter fidèlement ce qu'on a dit. Il ne faut pas le dénaturer.